Bonjour à tous, bienvenue à cette session dédiée à l'agriculture européenne, à ses modèles et ses politiques, au pluriel, pour bien souligner la diversité des possibles. Alors, la colère des agriculteurs, elle n'a échappé à personne. Ces derniers temps, elle s'est exprimée un peu partout en Europe, évidemment en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, et bon, je ne vais pas citer tous les pays, mais plus à l'est de l'Europe, il ne faut pas non plus oublier qu'on a eu un certain nombre de manifestations en Pologne et en Roumanie. Donc manifestement, il y a donc un certain mécontentement relativement à notre politique agricole commune en Europe et plus généralement relativement au Green Deal, au Pacte vert européen. Alors, cette colère des agriculteurs européens, elle a eu, selon moi, au moins un mérite, et je pense que l'ensemble des intervenants seront d'accord sur ce point, c'est qu'elle a permis tout d'abord de mieux connaître le monde agricole, et notamment de mettre en lumière sa grande diversité, une diversité en termes de revenus, de filières, de pratiques. Et évidemment, cette grande diversité, elle s'est traduite aussi dans les revendications des agriculteurs. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des revendications de nos agriculteurs, mais citons-en quelques-unes. Au niveau européen, donc on a des agriculteurs qui ont manifesté assez souvent contre la charge administrative liée à la PAC, contre les normes environnementales du Pacte vert européen. D'autres se sont aussi exprimés contre les importations en provenance d'Ukraine ou contre les accords commerciaux en cours de ratification, le Mercosur notamment. On peut peut-être aussi souligner, parce que c'est important, qu'un certain nombre de revendications ont porté sur la nécessité d'un revenu agricole décent. Alors, immédiatement, la Commission européenne a réagi, notamment en février. Deux mesures emblématiques. Tout d'abord, la suspension de l'obligation de mise en jachère. Et aussi, la Commission européenne a remis à plus tard, et même peut-être au calendrier grec, on va en discuter, le projet de diminution de l'usage des pesticides qui devait être réduit de moitié à l'horizon 2030. Soulignons enfin que formellement en mars, la Commission européenne a déposé une proposition de révision de la PAC qui vise à redonner davantage de flexibilité au gouvernement. Alors pour certains, ça a été interprété comme une bouffée d'air frais, et au contraire, pour d'autres, comme le fait que, effectivement, c'était une preuve qu'on renonçait à une quelconque ambition environnementale dans le domaine agricole. Alors, finalement, qu'en est-il ? Où va-t-on ? Dans quelle direction ? Quels sont les possibles ? Comment réformer la PAC ? Comment articuler cette PAC qui pourrait être réformée avec le Green Deal ? Donc on va discuter de tous ces éléments avec nos intervenants, que je remercie d'être ici aujourd'hui. J'ai tout d'abord le plaisir de recevoir Henri Biaspéré. Vous êtes agriculteur. Vous avez été vice-président de la FNSEA. Vous êtes actuellement membre du CESE, où vous présidez la commission Territoire, Agriculture et Alimentation. Également parmi nous, Cécile Détangue de Sandre. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, économiste au César à Dijon. Marianne Lefebvre, maîtresse de conférences en économie à Angers, chercheuse au GRANEM. Et enfin, parmi nous, Jacques Lecacheux, professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et vous êtes aussi enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées. Alors, on va commencer un petit peu par faire de l'histoire avec vous, Jacques. Nous allons vous écouter pour un rappel historique sur la politique agricole commune. Pourquoi a-t-on créé la PAC ? Quelle était sa finalité initiale ? Et est-ce que cette finalité, elle a évolué au fur et à mesure des réformes qui ont jalonné son histoire ? On vous écoute, Jacques. Oui, merci. Donc, alors je vais essayer d'être bref parce qu'évidemment c'est une longue histoire. La PAC a été créée officiellement, elle a commencé en 1962, donc ça fait plus de 60 ans maintenant. Et il faut peut-être rappeler quand même le contexte de l'après-guerre en Europe, qui est un contexte dans lequel l'Europe de l'Ouest
souffre de pénurie alimentaire dans pratiquement toutes les grandes productions, que ce soit les productions de céréales, de production animale, etc. Et notamment parce qu'on n'a plus les approvisionnements en provenance de l'Europe de l'Est, puisque l'Europe a été coupée en deux. Et il faut aussi donc rappeler que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des approvisionnements, notamment en céréales, venaient d'Europe de l'Est, de Hongrie, de Roumanie, d'Ukraine, etc. Donc tout ça maintenant est dans le bloc soviétique. Et donc il s'agit de retrouver une certaine, alors un mot qu'on aime beaucoup et qui est très ambigu, on y reviendra, souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Europe de l'Ouest soit autosuffisante dans les principales productions alimentaires. Et pour ça, donc, on a mis en place une politique qui était fondée essentiellement sur, d'une part, la modernisation de l'agriculture, avec tout un volet d'investissement, d'agrandissement des exploitations, etc., etc., et puis sur le soutien des prix agricoles, c'est-à-dire qu'on fixait chaque année des prix pour les principales denrées agricoles au niveau de la communauté européenne tout entière. Et ce modèle a permis, en fait, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Europe dès la fin des années 60, début des années 70. Ça dépend des productions, enfin en gros, il a été, on peut dire, très efficace. Et il a permis aussi d'augmenter sensiblement les revenus des agriculteurs qui, à l'époque, étaient sensiblement inférieurs aux revenus des urbains. Donc tout ça, on peut dire, un grand succès. Et d'une certaine façon, on pourrait dire aussi que la politique agricole commune a été un peu victime de son succès, puisque devenant autosuffisante, l'Europe ensuite a commencé à être exportatrice. Et donc, évidemment, on est rentré dans le grand jeu du commerce international. Et rentrant dans le grand jeu du commerce international, eh bien, il a fallu aussi modifier la politique agricole. Donc l'étape importante, finalement, c'est 92. En 92, c'est la finalisation des négociations internationales du GATT qui vont libéraliser en partie le commerce international de produits agricoles. Et en Europe, donc, on réforme drastiquement la politique agricole, on abandonne les soutiens de prix pour passer à un autre dispositif qui est les aides directes aux revenus des agriculteurs. Et donc on libéralise les marchés agricoles, on ouvre en partie en tout cas à la concurrence internationale en 92, donc c'est ça vraiment la grande étape. Et ce qui est important, je crois, c'est de bien comprendre que l'agriculture européenne, du coup, a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. Elle a changé parce que justement, elle est rentrée dans ce grand jeu du commerce international de denrées agricoles, et puis parce que aussi il y a eu l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe de l'Est dans les années 2004-2007, et donc l'entrée d'un grand nombre de pays qui sont des pays pour la plupart très agricoles, que ce soit la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, ou la Hongrie d'ailleurs, et qui sont des pays qui ont des coûts de production beaucoup plus bas que les coûts de production d'Europe de l'Ouest, des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas, des surfaces parfois beaucoup plus grandes, etc., etc. Donc tout ça a complètement changé le contexte dans lequel évolue l'agriculture européenne. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, qu'il faut comprendre aussi le malaise agricole de ces dernières années, parce qu'on voit bien, ces derniers mois notamment, parce qu'on voit bien qu'à nouveau, la perspective de l'élargissement vers des pays comme l'Ukraine, qui sont des énormes puissances agricoles, évidemment, ça inquiète beaucoup. On voit que d'ailleurs, on a commencé à ouvrir le marché européen aux importations ukrainiennes, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je crois, dans ce contexte-là qu'il faut comprendre toutes ces réflexions sur la politique agricole. Merci, Jacques. Pour continuer sur donc, cette politique agricole commune, peut-être que Cécile, vous allez nous parler, ou Marianne, vous allez nous parler donc, des montants en jeu, des bénéficiaires et un petit peu de l'articulation donc, avec donc, nos institutions, plus généralement la capacité institutionnelle à réformer la PAC, pour avoir quelques éléments, un petit peu de compréhension de ces aspects-là. Oui, c'est bon. Merci. Alors oui, ce qui est compliqué avec la PAC, c'est que à la fois on a tout cet héritage historique, et quand on fait des cours sur la PAC, on commence toujours par l'histoire de la PAC. Mais on a aussi des objectifs bien actuels dans un contexte mouvementé dans lequel on voit que l'agriculture a une place importante. Preuve en est, toutes les tables rondes du début de journée, alors qu'elles ne portaient pas sur le sujet agricole, ont mentionné l'agriculture.
Et parmi les objectifs de la PAC, on a le soutien aux revenus des agriculteurs qui sont historiquement, malgré la réussite de la PAC pour certains objectifs, bien inférieurs à ceux d'autres professions. Donc, alors là, je vais vous parler de chiffres moyens. C'est toujours compliqué en agriculture parce que la moyenne ne veut rien dire, mais je pense qu'elle a quand même un sens pour nous contribuables, puisque finalement, si les agriculteurs bénéficient de ces aides via la PAC, c'est de l'argent public et donc issu en partie de nos impôts. Donc le revenu moyen en agriculture, il est de 1 400 € brut par exploitant agricole, donc c'est moins que le SMIC. Alors, si en plus on s'amuse à rapporter ça aux heures de travail, on voit bien qu'on comprend le malaise en termes économiques et financiers de la profession. Alors ensuite, si on regarde vis-à-vis des autres objectifs de la PAC, on a aussi tout ce qu'on a appelé dans les années 90, bon après il y a tout un jargon de la PAC qui évolue, mais j'aime bien ce terme de la multifonctionnalité, c'est-à-dire que l'agriculture, certes, sert à nous nourrir, mais fournit aussi bien d'autres services qui ne sont rémunérés par personne, et donc l'argent public sert à rémunérer ces services. Alors en tant qu'économiste, on parle aussi de défaillance de marché, de biens publics que personne ne veut acheter, et donc il faut utiliser l'argent public et l'impôt pour financer ces biens publics. Donc on a par exemple le maintien des paysages agricoles, la lutte contre l'érosion, la préservation des ressources de biodiversité, de la ressource en eau, etc. Et alors pourquoi tout ça c'est important? Parce que les terres agricoles en France, c'est la moitié du territoire. Donc on sait qu'on perd tous les ans des terres agricoles, mais on est encore sur la moitié du territoire entretenu par des exploitants agricoles et donc qui doivent être incités à fournir tous ces biens publics et tous ces services qui peuvent nous être offerts par la nature si tant est qu'on fait attention à bien le gérer. Et un autre élément de cadrage intéressant, c'est pourquoi on a besoin de subventionner ce secteur économique. L'agriculture est un secteur économique comme d'autres, alors qui fournit des biens publics peut-être plus que d'autres, mais il y a aussi un élément lié à ce que font nos concurrents dans le commerce international des produits agricoles. Pour le contribuable, la PAC, ou en général le soutien à l'agriculture, ça coûte 213 € par habitant. Si on compare aux États-Unis, on est à 323 € par habitant, et en Suisse, alors même si les effets d'échelle jouent probablement, mais on est à 720 €. Donc en fait, tout le monde subventionne son agriculture, et ne pas le faire, c'est contribuer aussi à générer des difficultés parce que les produits agricoles sont vendus sur les marchés mondiaux. Alors, donc, on voit que la PAC est censée atteindre beaucoup d'objectifs. Alors, la PAC et d'autres politiques comme le Pacte vert dont Cécile parlera ensuite, et que ces objectifs sont plus ou moins bien atteints. Celui de soutien aux revenus, on voit que là, on n'arrive pas à rattraper le revenu moyen en France, donc cet objectif, il est que partiellement atteint. Et sur d'autres indicateurs, par exemple celui de la réduction des produits phytosanitaires, pareil, on voit que ces politiques échouent. Alors on peut se poser la question de pourquoi elles échouent. Alors je ne vais pas répondre à cette question à moi toute seule, mais juste vous rappeler comment sont décidées ces politiques, parce que c'est quand même une petite partie de la réponse de pourquoi ça échoue. On a décidé que l'essentiel de l'argent qu'on dépensait pour l'agriculture allait venir du budget européen. Ça, c'est une décision politique qui a été prise après-guerre. 60% du budget européen allait pour l'agriculture. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 30%, mais c'est quand même beaucoup, sachant que vous imaginez bien que dans une ère avec des crises importantes, on a plein d'autres choses à financer et qu'on aimerait financer sur le budget européen. Alors néanmoins, pour nuancer ce chiffre, donc un tiers du budget européen va pour l'agriculture. En fait, si on met bout à bout toutes les dépenses publiques des 27 États membres, plus le budget européen, le soutien à l'agriculture ne représente que 0,6%. Donc on peut, là, tout dépend vous pouvez retenir un chiffre ou un autre selon ce que vous avez envie de défendre. Soit vous pouvez dire, on soutient beaucoup l'agriculture, dans ces cas-là, vous prenez le chiffre, 30% du budget européen va à l'agriculture. Soit vous avez envie de défendre l'argument inverse en disant on soutient un peu l'agriculture, et dans ces cas-là, vous allez chercher le chiffre de la dépense publique globale européenne. Donc c'est tout un grand jeu avec
les statistiques. Et donc, ça, c'est une politique qu'on a décidé qu'elle serait décidée à l'échelle de l'Europe. On a des processus démocratiques à l'échelle européenne qui sont aujourd'hui bien rodés. La PAC, elle est d'abord proposée par la Commission européenne, et là, c'est actuellement dans les tuyaux pour la prochaine PAC qui sera mise en œuvre, si je ne me trompe pas, en 2027. Ensuite, oui, mise en œuvre 2028. Ensuite, ce texte de base proposé par la Commission européenne est voté en procédure de trilogue entre le Conseil européen, donc, qui représente les États membres, le Parlement européen, qui nous représente tous suite à la prochaine élection du 9 juin, et la Commission qui est là pour faire l'arbitre. Et depuis la dernière réforme de la PAC, on a décidé de redonner des marges de manœuvre aux États membres. Donc, une fois qu'on a décidé de la coquille au niveau européen, finalement, on va remplir cette coquille au niveau des États membres. Et là, il y a de nouveau des négociations à l'échelle locale. Et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est un processus très long, avec des failles dont on pourrait discuter à plusieurs étapes. Mais moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est quand, après ce processus très long, suite à une prise de parole et de pouvoir du secteur agricole en début d'année, on détricote tout ça par des procédures qui me semblent antidémocratiques. Voilà, je lance les choses. Merci Marianne pour votre intervention. Cécile, quelques compléments donc, sur l'articulation entre la PAC et le Green Deal, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne? Bonsoir à tous. Donc oui, on vous a dit très long. Alors, la Commission, elle a mis sur la table le cadre général de la PAC en 2018, d'accord? Et on a mis la PAC en œuvre au 1er janvier 2023. Ça vous donne une petite idée du temps qu'il a fallu pour instruire notre histoire. Et au milieu, en 2019, la Commission européenne sort le Green Deal ou Pacte vert en français. Alors, qu'est-ce que c'est que le Green Deal? Le Green Deal, en fait, c'est une nouvelle ambition. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. La PAC politique était en panne, hein, on va dire au tournant des années 20. Et il y a une vraie volonté politique de dire, bon, où on veut aller? Et donc sort le Green Deal. Le Green Deal ne concerne pas que l'agriculture, hein. En fait, l'idée, c'est vraiment la neutralité carbone, c'est de faire de l'Europe le premier ensemble économique qui serait neutre carbone. Vous imaginez l'ambition. Et donc, c'est décliné en stratégies, et dont deux concernent plus particulièrement l'agriculture, donc la stratégie qui est dite de la ferme à la fourchette, et puis la stratégie de la biodiversité, en faveur de la biodiversité, qui est aussi fortement, qui concerne fortement l'agriculture. Mais les transports, par exemple l'idée d'interdire le moteur thermique, ça rentre dans cette logique-là. Vous voyez, en fait, l'ensemble des secteurs sont concernés. Et donc pour l'agriculture, c'est un point très important, puisqu'on leur donne en plus, on donne à ce secteur-là des objectifs chiffrés de diminution d'usage de pesticides, moins 50% d'ici 2030. Vous imaginez, hein, du jour au lendemain, mais vous me direz, sur les moteurs thermiques, même combat, hein. Il va falloir sortir du moteur thermique comme ça. Donc là, il n'y a pas que l'agriculture qui est mise vraiment sur la table. Donc, il faut diminuer drastiquement les pesticides, il faut diminuer les engrais, il faut diminuer les antibiotiques. Donc, tout ça, c'est chiffré, hein, moins 50%, moins 50%, moins 50%. 25% de la surface agricole utile, donc la surface exploitée, pour la faire courte, en agriculture biologique. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... Donc, le Green Deal met des objectifs très important en termes de durabilité, hein, c'est le mot qui va bien, mais bon, grosso modo, une agriculture plus vertueuse d'un point de vue environnemental. Très bien, la PAC. Alors vous voyez le problème, tout de suite, la PAC 2018, on commence, on met 2019 le Green Deal au milieu, là-dessus, n'oubliez pas, Covid 2020, guerre en Ukraine 2022. Alors, forcément, tout ça se télescope. Et on ne va pas se cacher derrière son petit doigt.
la PAC telle qu'elle a été sortie à l'échelle de chaque pays. Parce que comme vous l'a expliqué Marianne, la Commission a mis sur la table un cadre général en disant voilà, il va falloir faire comme ça dans ce cadre-là. Et puis chaque État membre a décliné pour ses conditions locales ces conditions-là. Très bien. Donc soit on dit ah ben, ça va être très très bien parce qu'on va pouvoir adapter aux conditions locales le cadre général, parce que quand même, la Commission avait été très critiquée sur les opérations d'avant en disant oui, c'est trop, on n'arrive pas à faire pour chaque pays. Donc, la Commission a dit ok, allez-y. Donc, soit on dit c'est très bien, soit on dit c'est une renationalisation de la PAC. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même eu un peu une course, race to the bottom, ok, c'est-à-dire qu'un peu au moins 10 ans, tout le monde est resté et on assume, enfin les ministères ont assumé que la stabilité est un courage politique, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le ministre de Normandie, et donc on a une PAC qui est ce qu'elle est, qui a maintenu un certain nombre d'ambitions qui avaient été affichées au cours des années précédentes, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire pour répondre au Green Deal. Si c'est la question, eh bien voilà, la réponse, elle est non. Merci Cécile. J'aimerais revenir donc sur cette question de cadre qui est fixée par la PAC, pardon. Et ensuite, il y a une déclinaison au niveau national via donc, les plans stratégiques nationaux. Et notamment au niveau français, on a accusé en fait le gouvernement, ou en tout cas les autorités politiques, d'avoir surtransposé un certain nombre de normes environnementales. J'aimerais avoir votre opinion, Henri, sur ce point. Oui, merci. Alors, il y a des grands objectifs, effectivement, qui sont fixés. Et après, à la base, tout ça s'applique sur des exploitations agricoles, dans des fermes, pour des agriculteurs qui vivent, eux, dans une usine à ciel ouvert, donc victimes du climat, bon ou mauvais, et puis avec aussi quand même la volonté d'avoir une vision, une visibilité à moyen et long terme. Sur ce qui a été dit précédemment et là où on est arrivé sur le plan stratégique national, il est évident que plus les discussions prenaient de temps et plus on s'approchait de la date d'échéance, moins on pouvait être ambitieux sur des réformes fortes, sur des transformations fortes de l'agriculture française. C'était compliqué de dire à un agriculteur, je veux le dire ici devant tout le monde, les agriculteurs ont connu l'ensemble des règles qui devaient s'appliquer à leur année culturale 15 jours, donc en mars 2023, pour remplir leur déclaration PAC au 1er avril. Donc on ne pouvait pas leur demander, changer complètement vos assolements, passer 25% de bio d'une année sur l'autre, enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc plus les débats prenaient du temps, moins le PSN forcément serait ambitieux, parce qu'on ne pouvait pas exiger des agriculteurs qui avaient investi, qui avaient mis en place tous les moyens de production, un peu dans la continuité de ce qu'ils connaissaient de la précédente agricole commune, comme ça, presque du jour au lendemain, on va dire. Donc le cadre, ce qui était souhaité, c'était de se rapprocher le plus possible d'un cadre européen, donc justement par rapport aux surtranspositions, de ne pas mettre des mesures trop ambitieuses dans notre seul pays français, puisque, et la suite nous l'a démontré, ensuite, les produits que nous sortons de nos exploitations sont directement en concurrence avec nos pays voisins. Les producteurs de lait vendent du lait en France, mais aussi à l'export, et les consommateurs français achètent des produits laitiers allemands, italiens, qui sont faits dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc tout le débat était de dire il ne faut pas que la marche soit trop grande. On parlera après de l'avenir. Si on fait rapidement des débats pour la PAC de 2027, on peut être sans doute un peu plus ambitieux. Mais pour l'instant, c'était quand même compliqué. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, d'aller imposer dans des plans stratégiques, comme ça a été fait en France, une surface en bio, puisque ça faisait partie, 18%, alors on n'a pas été aux 25% souhaités par le Green Deal, mais 18%,
Pour nous, agriculteurs, ce qu'on souhaite, c'est que d'abord ça corresponde à un marché, c'est-à-dire à des consommateurs qui vont acheter ce produit-là. Et là aussi, alors heureusement, malheureusement, je ne porte pas de jugement, on constate que le consommateur n'a pas été au rendez-vous. Il a même désinvesti sur les achats de production en agriculture biologique pour aller vers des produits moins chers, parce que est arrivé là-dessus toutes les difficultés d'énergie, du logement, qui ont amputé les moyens financiers du consommateur. Donc quand on fixe des objectifs, on dit pourquoi pas, c'est un objectif à atteindre, mais ce qui est important pour nous, c'est de produire ce que le consommateur demande et achète. Et donc, si on peut arriver à faire plus d'agriculture biologique, pourquoi pas, à condition que sur les rayons, le consommateur soit bien au rendez-vous pour acheter ces produits-là. Et donc, au final, je ne pense pas qu'on puisse dire, pour répondre à votre question, que le plan stratégique national français surtranspose beaucoup. Je crois que le bout des négociations et ce qui vient d'être cité des propos du ministre de l'Agriculture, de dire « je préfère rester un peu dans la continuité », ça a été une issue raisonnable, même si j'entends, et la contribution qu'on avait fait au CESE sur le commentaire du plan stratégique national, c'est-à-dire qu'on n'allait pas assez loin pour encourager les agriculteurs à verdir encore plus l'agriculture et à engager la transformation de l'agriculture. Donc ça, c'est devant nous. Et tout le monde est conscient que c'est vers là qu'il faut aller. Mais à condition de mettre un temps suffisant pour que les gens puissent prendre le virage. Un petit point sur le sujet de la réduction des produits phytosanitaires. On est dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune opposition à réduire les produits chimiques, les produits phytosanitaires. Le seul sujet, c'est de dire, est-ce qu'on a des solutions alternatives pour lutter contre les insectes, contre l'envahissement des mauvaises herbes? Et chaque fois qu'il y a une solution avec un produit de biocontrôle ou en mettant des pratiques sur les exploitations, des pratiques de rotation qui permettent de mieux maîtriser les mauvaises herbes, eh bien les agriculteurs sont prêts à les adopter. Mais ça aussi, ça prend du temps. Dans ma région du sud-ouest, on fait beaucoup de maïs, qui est assez fortement critiqué d'ailleurs, et de monoculture maïs. De plus en plus, il y a des agriculteurs qui diversifient, et quand on dit la politique agricole est dans une continuité, il y a quand même un volet de diversification des productions sur les exploitations. C'est dans la nouvelle PAC. On est obligé, on peut faire un maximum 70% d'une seule culture, et sur le reste de la surface, il faut en mettre au moins 2 autres différentes, et organiser une rotation de culture. C'est le même sujet sur le verdissement. On a quand même, il ne faut pas passer sous silence quand même les éco-régimes, qui concernent une partie des aides que va recevoir l'agriculteur. Là aussi, le souhait a été fait par la France de ne pas aller trop loin dans la surtransposition et de ne pas en demander trop, de manière à ce que ce soit accessible à un maximum. Voilà, on peut regretter de ne pas avoir plus encouragé les agriculteurs. On y reviendra tout à l'heure, peut-être dans les échéances futures de la PAC. Mais on était là trop proche de l'échéance pour dire on va mettre un gros pourcentage d'aide sur ces éco-régimes et on va mettre un niveau d'exigence qui soit XXL. Le CESE, dans sa contribution, a regretté qu'on n'ait pas été plus loin. Mais les agriculteurs et les organisations agricoles, elles, pensaient que le délai était trop court pour en demander beaucoup trop aux agriculteurs. Merci pour votre intervention. Donc c'est un problème de calendrier, si je vous suis bien. Donc on peut penser que la prochaine politique agricole commune sera beaucoup plus ambitieuse au niveau environnemental. Ce qu'on peut penser, c'est que les réflexions, un premier papier a été mis sur la table par la Commission, oui. C'est que les réflexions se fassent le plus rapidement possible et qu'on aboutisse à un cadre européen, parce qu'une PAC européenne, c'était aussi un peu votre question, 27 pays aussi différents, avec les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale qui sont rentrés. On avait déjà le Nord et le Sud, là on a en plus l'Europe centrale et orientale. On ne peut pas imaginer qu'on revienne à une PAC unique sur 27 pays. Donc il y aura toujours des adaptations au niveau local. Par contre, qu'on termine les réflexions en 2025 et qu'on ait 2 ans pour dire attention, à partir de la culture 2028, voilà ce qui vous attend. Donc vous avez le temps d'investir, de changer les productions, de réfléchir différemment. Donc il faut vraiment du temps à l'agriculture. C'est une industrie lourde, on peut dire, même si l'industrie n'est pas totalement adaptée. Il lui faut du temps pour s'adapter à des nouvelles réorientations. Merci Henri. Quelqu'un souhaite réagir au propos de monsieur Nespéry? Non. Alors, donc, on va en venir à cette question de réforme de la PAC.
en lien évidemment avec le Green Deal. Alors j'ai une première question qui peut paraître un peu provocatrice, mais qui me paraît importante, on la pose rarement. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'une politique agricole commune ? Donc j'aimerais que vous exprimiez sur ce point et que vous donniez votre avis sur la nécessité d'une politique agricole ou d'une politique agricole commune. Comme en fait il y a deux profs à côté de moi, c'est moi qui vais commencer par faire le cours. Allez-y, c'est ça. Juste pour dire que qu'est-ce qui justifie une action publique ? Une action publique en économie publique, elle est justifiée sur un certain nombre de critères. Pourquoi est-ce qu'on fait une politique publique et comment on la justifie ? On la justifie parce s'il y a défaillance de marché, qu'est-ce que c'est qu'une défaillance de marché ? C'est s'il y en a un qui a un pouvoir de marché qui va pouvoir dicter en particulier les prix. S'il y a incertitude, ça veut dire que s'il y en a un qui a plus d'informations que l'autre, et puis si, le troisième point est très important, s'il rentre en ligne de compte, et tout à l'heure tu en as parlé, des questions de biens publics. C'est-à-dire que personne ne paye et tout le monde en profite. Et donc faut-il une PAC ? En fait, si on regarde le secteur agricole, tous ces points sont pris en compte. Il y a défaillance de marché, il y a incertitude, il n'y a pas d'informations suffisantes, et puis il y a en jeu des biens publics. Donc, de mon point de vue, la PAC, la politique, alors après on discutera de toutes les lettres, on a fait ça tout à l'heure, la politique agricole commune, est-ce que le P, il faut une politique ? Oui. Est-ce qu'il faut une politique européenne ? On va pouvoir discuter après dans quel endroit, quels sont les éléments qui doivent être portés par l'Europe versus qui doivent être portés par les États versus même portés par les régions. Donc ça, c'est une autre histoire, mais il faut une politique agricole. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit agricole ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit alimentaire ? Puis commune, ben voilà. Comment ? Donc, juste sur la table, ces quelques éléments, je vais vous laisser continuer. Jacques, vous voulez... Oui, alors bon, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et notamment je crois que ce qu'il faut peut-être la dimension sur laquelle il faut insister, parce que c'est celle qui est quand même aujourd'hui peut-être l'une des plus urgentes, c'est l'impact énorme de l'agriculture sur l'environnement naturel. Je veux dire, parmi toutes les activités, évidemment il y a beaucoup d'activités humaines qui ont un impact, toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement naturel, mais l'agriculture, notamment parce qu'elle occupe la moitié du territoire national dans un pays comme la France, a un impact considérable sur l'environnement naturel, donc sur le climat, sur la biodiversité, sur toutes ces dimensions-là, et aussi sur la santé humaine, puisqu'après tout, ce que nous mangeons a aussi un effet sur la santé. Et donc à ce titre-là aussi, et c'est pour ça que, alors politique, oui, agricole, est-ce que c'est A ou AA, c'est-à-dire agricole et alimentaire ? Parce qu'en réalité, il y a quand même une grosse difficulté à définir une politique agricole indépendamment du système alimentaire dans lequel cette politique agricole s'insère. Et ça, c'est sans doute un des problèmes justement de la stratégie européenne, c'est d'avoir essayé peut-être de mettre un peu la charrue avant les bœufs, si je puis dire, en s'attaquant à l'agriculture, sans trop faire de transformation du côté du reste du secteur agroalimentaire, qui est quand même, il faut quand même rappeler que nous ne mangeons pas de produits agricoles, nous mangeons des produits agroalimentaires. Nous mangeons des produits qui, certes, sont sortis d'une ferme quelque part, mais qui, entre le producteur, l'exploitant agricole et nous, sont passés par des dizaines de mains, des dizaines de transformations, des industries, des distributeurs, etc. Et il faut aussi rappeler qu'à peu près 80% de la valeur ajoutée de l'alimentation est en fait en aval de l'agriculture. Et donc, il y a aussi une sorte de méconnaissance de tout ça qui fait qu'on confond, par exemple, très souvent les prix agricoles avec les prix de l'alimentation. Et on a, pendant cette période d'inflation notamment, on a beaucoup dit oui, mais les prix d'un certain nombre de produits agricoles ont augmenté, c'est ça qui explique l'inflation alimentaire, etc.
On voit aussi avec le bio, on nous dit bah oui, mais le bio c'est trop cher, etc. Mais par ailleurs, on sait que la grande distribution, par exemple, fait des marges beaucoup plus importantes sur le bio que sur le pas bio. Et donc, on ne faut pas s'étonner non plus que les consommateurs rechignent à acheter du bio en grande surface, etc., etc. Donc, une politique agricole, mais sans doute aussi une politique agricole qui soit en cohérence avec une politique alimentaire. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays en Europe dans lesquels c'est plus un ministre de l'Agriculture, mais c'est un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Parce que c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, en Europe comme partout d'ailleurs, de plus en plus, c'est un secteur producteur de matières premières qui vont ensuite passer dans toute cette énorme chaîne de valeur qu'est l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, etc., etc. Donc, mes collègues ont justifié le P et le A, je vais m'atteler au C. Donc, une fois qu'on a dit qu'il faut des politiques agricoles pour soutenir le secteur, est-ce que néanmoins, il faut que ça soit décidé à l'échelle européenne et financé avec de l'argent européen? Alors, déjà, il faut se rappeler que quand on a créé la PAC en 62, avant, on avait créé le marché unique. Et en fait, ça va ensemble. Si on considère qu'on a besoin de règles communes, c'est parce qu'on vend sur un marché unique, sans droit de douane quand les produits circulent d'un pays européen à l'autre, et qu'on a mis en place une protection aux frontières de l'Europe vis-à-vis du reste du monde qui aussi est commune. Donc si commercialement on joue avec les mêmes règles du jeu, l'idée c'est de dire qu'on va aussi jouer avec les mêmes règles du jeu en termes de soutien au secteur via des subventions et en termes de réglementation qui s'impose au secteur. Donc la justification du C, elle vient de là. Il y a d'autres arguments qui étaient déjà présents lors de la création de la PAC et qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est ceux de la sécurité alimentaire. À chaque fois, on se pose la question, bah oui, mais est-ce qu'on pourrait produire suffisamment en Europe, voire même en France, enfin, en fait, on peut poser la question de la sécurité alimentaire à toutes les échelles, pour nos besoins en termes de calories. Et moi, je crois à cette question, enfin, la légitimité de la question de la sécurité alimentaire à l'échelle européenne, pas au niveau national, notamment parce qu'on sait que le secteur a de tout temps été soumis aux aléas climatiques, mais que ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement et les pertes de biodiversité, et que la résilience du secteur agricole, elle passera par le fait d'avoir des régions qui produisent des choses différentes, éventuellement avec des systèmes de production différents à l'échelle européenne. Et donc si on a besoin que chacun contribue à cette sécurité alimentaire au niveau européen, bah, de leur donner les mêmes règles du jeu en termes de cahier des charges, de réglementation, ça semble quand même assez juste. Merci Marianne. Henri ? Et donc je vais aussi aller dans la continuité, bien évidemment, qu'il faut maintenir une politique agricole. Alors, dans la contribution qu'a fait le CESE, on parlait aussi d'aller vers une politique agricole et alimentaire commune, et de bien faire le lien, effectivement, entre la production et l'alimentation. Ça revient au sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. On veut produire ce que les consommateurs attendent et demandent. Et donc, il faut bien faire le lien entre les deux politiques. L'élément que je rajouterai, c'est bien évidemment l'espace dans lequel on doit échanger avec les mêmes règles. Mais depuis, quand même, on n'aurait pas dit ça peut-être il y a 4-5 ans, il y a un gros sujet aujourd'hui aussi de protection. On voit bien que tous les pays n'ont pas la même exigence vis-à-vis de leurs agriculteurs. En Europe, elle est plutôt forte. On nous met des règles, à l'agriculture sur, on le disait, 50% de baisse de produits phytosanitaires. L'utilisation des nouvelles technologies est quand même encore très controversée. L'utilisation de certains produits pharmaceutiques sur les élevages sont aussi très controversés. Donc il faut vraiment une vraie politique, ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire une vraie politique de protection en disant ceux qui éventuellement viendraient d'autres régions du monde, via des accords ou autres, doivent rentrer dans l'Union européenne avec les mêmes règles de production pour éviter justement les distorsions de concurrence. Et puis aujourd'hui, on voit bien la guerre que se font la Russie et l'Ukraine, le fait qu'en soutien à l'Ukraine, on achète une partie de leurs céréales. Si on les laisse sur l'espace européen, il va y avoir quand même un énorme problème pour les agriculteurs et pour les prix justement des céréales. Si on a une vraie politique de dire on va soutenir en achetant des produits, mais on a aussi une politique de soutien à l'alimentation dans un certain nombre de pays qui sont
importateurs nets et qui ont besoin de ces céréales, là, il y a quelque chose qui devient logique et ça ne peut se faire qu'au niveau européen, bien évidemment. La France toute seule ne pourra jamais faire tout ça. On voit bien aussi comment la Chine fait faire du yo-yo au prix. Il suffit qu'elle se mette acheteuse sur un certain marché. Alors une fois c'est le lait, une fois c'est le porc, une fois ce sont les céréales. Et hop, il y a une flambée des prix que tout le monde subit. Elle est aux achats pendant 6 mois. Puis après, tout d'un coup, elle dit finalement, j'ai assez de stock, j'en ai plus besoin. Et puis là, plaf, tout d'un coup, tout s'arrête. Il ne peut y avoir une régulation, et aujourd'hui on commence à dire que ce qu'on a abandonné dans les politiques agricoles anciennes de stockage, par exemple de céréales, quand on a des récoltes abondantes, pour aller les remettre sur le marché quand la météo est défavorable et qu'on a des récoltes moindres, ça serait peut-être à regarder à nouveau dans une future PAC. Donc protéger des politiques de stockage pour des moments où il y a des excédents, et puis des vraies politiques aussi de relations avec les autres pays pour avoir justement une production d'alimentation. On est dans une zone qui a la chance d'avoir des productions sur lesquelles elle est légèrement excédentaire, d'avoir des politiques commerciales qui permettent d'aller à la rencontre de ces pays-là. Merci Henri. Donc voilà, donc je vous ai bien suivi, on garde la PAC. Alors, maintenant, on se place en 2025 et nous allons réfléchir donc à cette réforme de la PAC. Dans quelle direction est-ce qu'on fait une politique de la PAC très très différente de celle qui est actuelle, ou plus graduelle? Comment l'articule-t-on avec le Green Deal? Est-ce qu'on abandonne le volet environnemental du Green Deal? Et puis on pense à un autre projet de verdissement de l'agriculture. En fait, tout est ouvert. Je vous écoute. Jacques, Marianne? Allez, je vais commencer. Bon, Merci, je crois Jacques. qu'évidemment, ce serait... On voit bien déjà qu'une partie des réponses à cette question ont déjà été données dans les semaines récentes, mais peut-être pas définitivement, mais en tout cas, on a quand même beaucoup détricoté au niveau européen ces dernières semaines différents aspects du Green Deal. Donc, on peut dire qu'on a reculé. Est-ce que c'est raisonnable et est-ce que c'est viable? La réponse pour moi est très claire, non. C'est-à-dire que l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui dans le monde et en Europe en particulier n'est pas soutenable. Elle ne l'est pas à aucun point de vue. C'est une agriculture qui ruine les sols, c'est une agriculture qui détruit la biodiversité, c'est une agriculture qui ruine la santé humaine. Donc à tout point de vue, elle est catastrophique. Et donc on n'a pas le choix, c'est-à-dire il faut absolument réformer la politique agricole et il faut l'engager résolument dans une transformation qu'on appelle verte, qu'on appelle soutenable, qu'on appelle agroécologique. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez, mais voilà, c'est une question simplement de vie ou de mort, à la fois pour notre environnement et aussi pour la santé humaine. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, et les choses se sont beaucoup dégradées en 30 ans, hein, les gens n'ont pas forcément conscience de la rapidité avec laquelle l'environnement naturel, par exemple la biodiversité ou la santé humaine, se sont détériorés au cours des 30 dernières années. C'est quelque chose de monstrueux quand on regarde les chiffres. Si vous regardez les populations d'insectes, les populations d'oiseaux, les populations de batraciens, si vous regardez les indicateurs de santé humaine comme l'obésité, comme les maladies, les affections de longue durée, comme le diabète, etc. Quel que soit l'indicateur que vous regardez, vous allez trouver que tout ça s'est extraordinairement dégradé au cours des 30 dernières années. Il y a eu une accélération massive. L'agriculture a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On a changé assez radicalement les modes de production, on a agrandi énormément les exploitations, on a utilisé de plus en plus de produits phytosanitaires, etc., ou en tout cas des produits différents de ceux qu'on utilisait avant, notamment par exemple les produits qui enrobent les semences, etc. Autrefois, on traitait quand il y avait besoin, maintenant on traite en préventif. Hein. On a vendu aux agriculteurs une espèce d'assurance en leur disant, ben voilà, on enrobe les semences et comme ça vous serez tranquille, il n'y aura pas
tel ravageur, etc., sans même savoir si ce ravageur risquait d'être présent ou pas dans l'exploitation. Donc, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui quelque chose à repenser radicalement, parce que c'est tout simplement à la fois l'environnement naturel, mais aussi, et je ne parle pas ici du changement climatique et de la contribution de l'agriculture au changement climatique, il y a quand même, dans un pays comme la France, on estime qu'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'agriculture et au secteur agroalimentaire, ce qui est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Donc, sur toutes ces questions-là, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, effectivement, il faut le faire d'une manière graduelle. Les agriculteurs ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur mode de production. L'agriculture, c'est quelque chose qui prend du temps, mais il faut vraiment s'y engager fermement et surtout pas faire machine arrière au moment où il y a des réticences, etc. Parce que là, on ne le fera jamais, parce qu'il y aura toujours des réticences. Merci Jacques. Après avoir un peu encensé le rôle de la PAC, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas ignorer tous les autres signaux que les signaux qui sont envoyés par une politique. Alors il y a le signal prix, que vous avez mentionné, le fait que le commerce international fait que les prix évoluent, et ça fait qu'on peut décider d'ouvrir ou fermer un atelier de production. Ça peut être une vision un peu court-termiste, mais ce signal prix, il est quand même encore très important. Et je pense qu'il y a plein d'autres leviers qui sont fondamentaux pour faire évoluer le modèle agricole face à tous les enjeux que vient de mentionner Jacques, qui sont hors du champ de la PAC et qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense notamment au rôle de la formation dans les lycées agricoles. Alors bien sûr, on va peut-être que les orientations des lycées agricoles sont alignées sur les objectifs de la PAC, mais voilà, la politique ne peut pas tout, et on ne va pas résoudre tous les problèmes du secteur agricole avec la PAC. C'est un peu facile souvent de dire si ça marche, c'est grâce au reste, et si ça ne marche pas, c'est la faute à la PAC et à Bruxelles. Ceci dit, pour répondre plus à la question, moi je pense que c'est nécessaire d'aller plus loin dans ce qu'on a appelé la renationalisation de la PAC via les PSN. Alors, peut-être comme les PSN en laissant la possibilité d'utiliser plus librement une part du budget, mais aussi je crois beaucoup à la nécessité de laisser de la flexibilité aux États membres pour évaluer ce qui marche ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le cadre évaluatif de la PAC, il est très normé au niveau européen, et même si on a laissé des marges de manœuvre aux États membres pour écrire les PSN, finalement, tout a dû être justifié pour qu'il soit validé à la Commission, et tout va devoir être justifié aussi dans un cadre évaluatif fixe. Et il y a plein de choses qui peuvent être expérimentées localement, et avec de l'argent européen, et ensuite faire remonter la donnée en disant ça marche, ça marche pas. Et ça, il me semble qu'il y a un instrument là, dans une des directives qui s'appelle Better Regulation, qui permet les bacs à sable réglementaires dans lesquels on peut tester des nouveaux trucs, mais je pense que ça a été très marginalement... les États membres se sont très peu saisis de cette opportunité-là, et je crois à la nécessité d'aller plus loin dans l'expérimentation et de l'évaluation à l'échelle locale. Merci. Alors, pour poursuivre, donc vous avez bien compris, il y a d'un côté une urgence environnementale, et là les faits sont têtus, on peut le dire comme on veut, de toute façon il faudra changer les choses. Jacques l'a très bien dit. Il y a la question après du revenu des agriculteurs, parce qu'on ne peut pas faire changer, on ne peut pas dire on va que dans un sens, il faut aussi que les agriculteurs ils puissent vivre de leur travail. Et il y a un outil, il y a une voie à emprunter qui est de rémunérer les agriculteurs au-delà de la juste production agricole. Les paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire quand les agricultures et les agriculteurs, ils prennent des risques et ils choisissent des directions et des pratiques qui sont en faveur de ce que l'on veut, qui est la protection de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, etc., etc., il faut qu'ils trouvent un soutien financier, il faut qu'ils soient rémunérés pour cet effort. Alors vous allez me dire, mais la PAC, elle fait déjà ça. Non. La PAC, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paye pour un manque à gagner ou pour un surcoût. C'est-à-dire que quand un agriculteur prend une décision
de produire une pratique dans ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales ou climatiques. On lui paye juste son manque à gagner ou son surcoût. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le rémunérer pour le service, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il produit autre chose que juste de l'alimentation. Et si on va là-dessus, on ouvre une porte justement pour soutenir les revenus. Donc je pense que c'est un outil vraiment important qu'il faut développer et qui va justement permettre de ne pas laisser les agriculteurs, comme le disait M. Biespéré, nous, il faut qu'on vive, quoi. Merci Cécile. Henri ? Oui, je suis convaincu qu'il faut maintenant avoir effectivement une réflexion de fond et une vraie réforme. On a fait réforme après réforme, des adaptations à chaque fois. Voilà, il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de marché. Voilà. On a fait des ajustements, on le disait tout à l'heure, et pas suffisamment. Donc il faut vraiment une vraie réflexion sur ce qu'on attend de l'agriculture, et en termes de production d'alimentation, on en a parlé juste avant, et en termes de services environnementaux, et en termes aussi de production de biomasse. On parle beaucoup de biomatériaux, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité, etc., etc. Je trouve les mots quand même un peu forts. Il faut qu'il y ait un peu polémique sur la table ronde. Ruine des sols, ruine de la santé humaine. On est dans un pays où on vit de plus en plus vieux, et de plus en plus vieux en bonne santé, ça toutes les statistiques le disent. Pas en bonne santé. Si, et de plus en plus plus vieux. vieux. De plus en plus vieux, mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pratiquement pas. Comme il y a plus de gens vieux, il y en a aussi plus à mauvaise santé. Mais en pourcentage, moi j'ai toujours vu des études qui disaient qu'en pourcentage, les gens vivaient vieux et plus longtemps en bonne santé. Ouais, écoutez, bon, en tout cas, ruine des sols. Moi je suis dans une région où je n'ai pas l'impression que les sols sont ruinés. Je constate que, voilà, les rendements. Mais non, qu'on en parle au niveau international, je l'entends. Mais dans notre pays, la France, c'est pour ça que je veux m'élever un peu vivement sur ce point-là. Dans notre pays, la France, alors, ok, il y a quelques zones, voilà, qui sont régulièrement citées, peut-être où on a été trop loin dans l'intensivité, où on a été trop loin dans l'utilisation de produits chimiques, quelques zones limitées, peut-être, ou des endroits où on a mis trop de déjections animales, voilà, vous voyez à quoi je pense. Il y a eu des erreurs, de fait, qui ont été reconnues, qui ont été ciblées, et il y a des plans d'action pour essayer de revenir à d'autres méthodes et à d'autres niveaux. Je ne pense pas qu'on puisse parler, dans notre pays, la France, de ruine. Vous avez rajouté l'obésité, le diabète. L'obésité et le diabète, ce n'est pas l'agriculture ou le monde de l'agriculture, c'est la façon dont consomment les gens. Donc s'ils mangent trop de certaines choses, effectivement, ils auront des problèmes de santé. Ce n'est pas lié quand même à la production. Ce n'est pas parce qu'on va interdire de manger ceci ou cela. Donc c'est plutôt... Voilà. Donc par contre, voilà, je voulais quand même pousser ce petit coup de... Hein. Par contre... un des faits exacts, c'est le changement climatique. Et les appels alarmistes du GIEC sur les changements de pratique, à la fois pour capter plus de carbone et pour éviter d'utiliser des produits chimiques, et pour utiliser avec parcimonie l'eau de pluie et l'eau qui est en réserve, et pour donc... avec des changements de pratique, avec des vrais changements de rotation, ça, il faut le prendre en compte. Parce que les agriculteurs, encore cette année, encore ces jours-ci, le subissent. Donc, ils ont bien compris qu'il fallait des changements, qui prendront un peu de temps. Ils sont prêts à être accompagnés. Moi, je suis administrateur d'une coopérative. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est tourné vers l'accompagnement des agriculteurs, vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Parce que le consommateur attend ça, parce que les marchés attendent ça de plus en plus. Les transformateurs agroalimentaires disent demain, nos produits, il faudra du bien-être animal, il faudra moins d'utilisation de pesticides. D'ailleurs, vous le voyez de plus en plus de produits où on dit sans pesticides ou sans résidus pesticides. Enfin, il y a des efforts qui sont faits. Je pense que la transition de l'agriculture est en marche. Il faut que la prochaine politique agricole, comme ça vient d'être dit, puisse accompagner cette transition. Je pense que les gens y sont prêts, il faut leur dire dès à présent. Alors, bon, malheureusement, les événements des derniers mois ont sans doute montré que peut-être on voulait revenir quelques années en arrière. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. On sera rattrapé par la patrouille du changement climatique et des événements intenses qui viendront ruiner, là pour le coup, je reprends le mot, nos cultures. Donc, oui, il faut une vraie transition. La voie des paiements pour services environnementaux, il y a plusieurs années qu'elle est mise sur la table. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites avec des budgets très très modestes. Le ministère de l'Environnement avait 150 millions pour expérimenter ça.
Bon, je pense qu'on a dû tirer les enseignements des expérimentations. On voit que ça fonctionne. On voit que les agriculteurs sont prêts à signer des contrats avec rémunération au bout. Et il faut y aller beaucoup plus massivement, probablement, dans une orientation de politique future. De la même manière, puisqu'on parle de capture de carbone, les agriculteurs sont prêts aujourd'hui, on sait faire produire de la biomasse, couverture des sols en hiver, agroforesterie, etc., etc., pour capturer du carbone. On dit qui est prêt à acheter les crédits carbone. Et là, toutes les grandes entreprises elles disent pardon, pour l'instant, ça nous coûte 5 à 10 euros dans l'hémisphère sud. Donc vos crédits carbone qu'on vend modestement pour l'instant à 45-50 euros, déjà personne n'en veut. Et on sait que si vraiment on veut inciter les agriculteurs à aller massivement dans ce sens, il faudrait arriver probablement à 80-90 euros tonnes. On en est encore loin. C'est pour ça qu'on demande cette fameuse réglementation aux frontières de l'Union européenne pour que les entreprises qui sont sur le territoire européen compensent et achètent des crédits carbone pour accompagner là aussi le revenu des agriculteurs. Et là, il y a aussi une voie, il faut passer aux actes. Les expérimentations sont faites, on sait que ça fonctionne, que les agriculteurs sont prêts, il faut passer aux actes. Merci Henri. Quelqu'un souhaite réagir? Non, mais juste sur la santé humaine, c'est pour ça qu'il faut une politique de l'agriculture et de l'alimentation. Je n'ai pas dit que c'était les agriculteurs qui étaient responsables. J'ai dit que c'est le système dans son ensemble qui fait qu'on mange des choses qui sont globalement néfastes pour la santé. Donc, l'alimentation. Moi, juste sur ta question, faut-il abandonner le Green Deal? Moi, je pense qu'absolument pas. Enfin, on a des jeunes là, on ne peut pas hypothéquer leur avenir. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et ce que dit Henri est la même chose. Enfin, je veux dire, un autre projet de verdissement. Un autre projet de verdissement, oui, on peut rediscuter, voilà. mais n'empêche que globalement, on est rattrapé par la patrouille. Et donc, alors, moi je pense que le Green Deal, il portait en son sein, au tout début, son échec. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas voulu évaluer les gagnants et les perdants de cette histoire. Et si on met un projet de cette ampleur-là, sans évaluer ce que ça va coûter pour chacun, dire et mettre sur la table, il y aura des gagnants et des perdants dans notre histoire, et les perdants, il faut les accompagner, eh bien, on tue dans l'œuf. Donc, mais n'empêche que c'est un vrai projet enthousiasmant. Et donc, si votre question c'est faut-il l'abandonner, je dis non, il faut le remettre sur la table et se donner les moyens de le porter. Merci Cécile pour ce dernier mot. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question dans la salle? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce qu'il y a un micro? Merci. Une question très courte, c'est que face au degré d'urgence, comme ça a été rappelé très bien par M. Lecacheux, je ne comprends absolument pas qu'à l'échelle européenne, on ne développe pas davantage l'expérimentation. Ça me paraît complètement absurde. Donc c'est une première question. Et d'autre part, dans votre présentation, madame, je ne sais plus votre nom, c'est Marie, vous avez parlé tout à l'heure, il me semble, dans votre introduction, de procédures non démocratiques, où je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus là-dessus? Sur ce deuxième point, c'est simplement que la PAC a mis longtemps à accoucher. Elle a même eu 2 ans de retard sur le calendrier. C'est toute une procédure de concertation entre les États membres. Et aujourd'hui, on voit que 2 mois de manifestation du secteur agricole, qui est convié aussi autour de la table lors des négociations, suffisent à détricoter les textes à la fois au niveau local et au niveau européen. Donc c'est comme si finalement toutes les autres parties prenantes qui œuvrent à la négociation de la PAC, comme ça a été fait en 2018-2019, sont aujourd'hui oubliées quand on décide de revenir en arrière. Ouais, sur l'expérimentation, juste, il y a beaucoup d'expérimentation quand même. Je crois que le problème, c'est qu'elle n'est sans doute pas assez soutenue, à la fois financièrement, etc. Et puis, je crois qu'il y a aussi quand même beaucoup d'inertie dans les structures, dans toutes ces organisations qui gèrent l'agriculture, en partie parce que finalement,
on a vécu pendant 60 ans avec une politique qui était tournée vers un certain nombre d'objectifs et que, comme tous les grands paquebots, c'est pas facile de changer de cap. Ça prend du temps, etc. Et je crois qu'effectivement, ça a déjà été dit tout à l'heure, si on mettait plus de moyens pour soutenir les expérimentations et qu'on le fasse d'une façon avec de l'évaluation, etc., on pourrait, à mon avis, faire évoluer assez rapidement le secteur agricole. Hein. Le secteur agricole s'est quand même beaucoup transformé au cours des dernières décennies et il est tout à fait capable de continuer à évoluer dans des directions différentes. Hein. Après, il y a toute la question, on n'a pas le temps de l'aborder, mais du renouvellement des générations dans l'agriculture, du fait que le nombre d'agriculteurs âgés est quand même très élevé, qu'il y a des préoccupations sur la relève, etc. Mais là aussi, je crois que si on y mettait les moyens, notamment en termes de soutien aux installations, etc., on peut le faire. Il y a des tas de gens dans les jeunes qui reprennent des exploitations, des tas de gens qui ont envie que ça évolue et que ça évolue dans la direction qu'on a évoquée. Merci. Juste un mot sur ce point, parce que c'est vrai que c'est assez peu cité, mais la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite dans 10 ans, effectivement, ça ralentit aussi un peu la transformation de l'agriculture. Quand vous êtes agriculteur, vous avez pendant 35 ans, 40 ans fait de certaines pratiques. Vous avez investi quand vous étiez jeune. Vous avez fini les amortissements. Vous voyez la retraite arriver dans 10 ans. Donc vous arrêtez un peu quand même d'investir et vous dites maintenant, je vais avoir le retour sur l'investissement et je vais améliorer mon revenu sur les 10 dernières années de la vie. Et comme vient vous dire, maintenant il faut changer radicalement. Ce que vous avez fait depuis 35 ans, là, c'est plus valable. Et pour vos 10 dernières années, là, vous allez repartir à l'école, réinvestir différemment. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, le gars, il se dit, bon, stop, je fais la pause et je ne me mets pas. Et effectivement, c'est un jeu de renouvellement des générations avec des jeunes qui arrivent, avec la formation aussi qui a amené tous ces éléments sur le changement climatique et la nécessité de transition, et puis qui ont l'esprit plus ouvert aussi à regarder de quelle manière produire, parce qu'eux, ils ont 35 ans de carrière devant eux. Alors là, par contre, ça vaut le coup, avec ces générations-là, effectivement, d'accompagner la transformation. Merci Henri. Effectivement, c'est important de souligner ce point, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question ? Il y a un jeune homme là-haut. Super, bonjour de me donner la parole. Alors, tout à l'heure, vous aviez l'air de soutenir le fait que les terres françaises étaient en bonne santé. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Une terre en bonne santé, c'est quand vous vous baladez en forêt, par exemple. C'est une terre noire remplie de micro-organismes, remplie de vers de terre. Or, de nos jours, si vous regardez la terre française, il n'y a plus de vers de terre. C'est une terre pauvre, blanche. Voilà, je tenais juste à revenir sur ce point. Et j'avais une petite question aussi. À l'époque de mes grands-parents, l'agriculture se faisait à plus petite échelle. Et donc, la vente directe marchait mieux. Et donc, les agriculteurs étaient mieux rémunérés, on va dire. Vous avez parlé du fait de soutenir les agriculteurs avec des subventions, les rémunérer pour leurs services. Et pourquoi, par exemple, ne pas subventionner la vente directe qui a déjà fait ses preuves et le fait toujours? Voilà. Merci. Qui veut répondre à cette question? Sur la qualité des terres, je crois que vous n'avez pas été en vacances dans la bonne région, quoi. Et vous venez chez moi dans le sud-ouest, à part les sables des Landes qui sont blancs, dans les coteaux béarnais, je peux vous dire que les sols sont quand même meilleurs. Et il y a de belles terres noires aussi, qui pourtant font de la monoculture maïs. Mais quand même, le nombre de vers de terre et de Donc c'est pour dire, il y a des terroirs en France, il y en a des milliers. Et qu'il y ait des microzones sur lesquelles, et on les connaît, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas stigmatiser, où il y a eu des erreurs, où l'intensification était trop loin, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas de la majorité du territoire français. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, la vente directe, les gens se rémunèrent auprès du consommateur. Il n'y a pas besoin de subventions. Et du reste, les subventions pour l'agriculture, elles sont liées à une justification. C'est parce qu'on demande des contraintes et en face, on met des subventions. Moi, ma demande, quand je parlais de rémunérer les pratiques environnementales, c'était une rémunération. Donc c'est vraiment un vrai job avec un contrat où on dit avec ces pratiques-là, on va vous rémunérer.
Je crois qu'on est un peu à la naissance de toutes ces nouvelles idées de sources de revenus pour les agriculteurs. Mes grands-parents aussi étaient agriculteurs, mes parents aussi. J'ai repris l'exploitation de mon père, il y avait 28 hectares. J'ai cédé au 1er janvier l'exploitation à mon fils, il y en avait 72. Heureusement, parce qu'avec les niveaux de prix qui sont pratiqués, si j'étais resté avec les hectares de mon père, je ne serais pas ici avec un costume, je resterais sans doute chez moi avec les sabots aux pieds. Donc c'est aussi ça qui a permis la modernisation de l'agriculture. Maintenant, je suis d'accord pour pas qu'il faille aller trop loin, et on ne prône pas dans notre pays, en France, les exploitations gigantesques avec de la mécanisation en outrance, etc. Donc il faut rester à un juste niveau de modernisation qui permette aux agriculteurs aussi d'améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et leurs revenus. On a le temps Juste- d'une remarque? juste- Non, oui. une remarque par rapport à ta question. Ce que je voulais dire, oui, la PAC, il n'y a pas que la PAC qui va aider, et il y a Egalim. Parce qu'en fait, la question dont tu parles, c'est quand même aussi comment est-ce qu'on répartit la valeur. Et il y a une vraie volonté d'essayer de travailler à une meilleure répartition de la valeur de la production agricole aux produits, à la transformation. Et il faut arriver à mettre autour de la table l'ensemble de la filière. Et qui n'est pas une mince affaire. Mais ta question est légitime, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question de répartition de la valeur dans l'histoire. Juste pour ajouter deux choses. D'abord, sur les sols, je ne vais pas polémiquer. Je vous conseille simplement de lire le livre de Marc-André Selosse qui s'appelle « L'origine du monde ». Et vous comprendrez que la vérité est quand même plutôt du côté de ce que j'ai dit. Et voilà. Et puis, pour ce qui est de la vente directe, ça n'est pas envisageable pour tout. Vous voyez bien que déjà, la plupart des gens ne cuisinent pas, donc on peut pas. Il faudrait changer complètement les modes de vie, etc. Et vous voyez bien que quand vous produisez des fruits et légumes, oui, vous pouvez faire de la vente directe, mais quand vous produisez du maïs, non, vous ne pouvez pas faire de la vente directe. Quand vous produisez du lait de vache, non, vous ne pouvez pas vraiment faire de la vente directe, parce que le lait frais, c'est quelque chose de très périssable, etc. Et que les gens n'en consomment pas non plus des quantités énormes, etc. Donc vous voyez, c'est une solution dans certaines filières, sur certaines productions, généralement auprès des villes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un marché assez proche. Et donc, ça ne sera sans doute pas la solution pour tout. En revanche, la répartition de la valeur, Ah oui, c'est une vraie question. de la valeur, oui. Je pense qu'on va clore cette session. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à nos 4 intervenants, aux gens présents dans la salle, aussi à ceux qui sont présents en live. Alors, on m'a parlé de l'INRAE Rennes, de l'Institut de préparation à l'administration générale. Merci à vous. Merci à la Commission européenne, qui est également sur le live. Une maison de retraite à Paris, je ne sais pas laquelle. Le Lokidi, la salle Nantes également. Merci à vous. Merci pour ces débats, pour ces discussions très intéressantes et passionnantes. Merci.